Les plus hauts historiques ne seront pas encore pour cette fois. Pour le moment, on est en train d'observer nos écrans de trading pour jouer à 1, 2, 3 soleils, histoire de voir ce qui bouge. Le marché est totalement tétanisé, il attend Powell et il se trouve des excuses pour ne rien faire, ce qui est assez facile. Mais des excuses qui le font passer pour un mec intelligent, ça c'est plus compliqué. En gros, il n'y a pas des masses d'excuses, on s'ennuie profondément et on attend tout simplement demain soir. C'est pas une grande nouveauté. Bienvenue dans ce Morning Bull Live, je suis Thomas Veillet et nous sommes le 9 décembre 2025 et demain soir, je serai un autre homme. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Oui, je sais, c'est chiant, mais il faut quand même s'occuper un petit peu. C'est toujours pas aujourd'hui que le S&P 500 ira chercher de nouveaux sommets. On pourrait bien sûr s'amuser à inventer des excuses pour essayer de justifier son mini recul de la veille. Le marché se repositionne stratégiquement avant la Fed, version corporate de on tourne en rond. Ou alors, les intervenants attendent un signal clair, même s'il arrivait, ils seraient même pas d'accord sur ce que ça signifie. Ou bien, il y a encore les investisseurs digèrent l'information. Ça fait 6 mois qu'ils la mâchouillent, et c'est bien dans les régimes, ils disent qu'il faut mâcher longtemps. Autrement, il y a les marchés respirent avant la grande décision. Oui, parce que visiblement, un indice boursier, ça peut aussi manquer d'oxygène. Ou encore, on sent un léger retour de l'aversion au risque. C'est comme l'homéopathie, hein. Léger, invisible, mais on en parle beaucoup quand même. Et puis, il y aurait aussi ajustement de portefeuille avant la Fed, les investisseurs patientent ou l'incertitude plane. Bon, merci les gars, c'est très bien. Merci pour la poésie. La vérité de tout ça, c'est que tout le monde sait que la Fed va baisser les taux. C'est déjà intégré, digéré, calculé, digéré encore et recalculé. Le seul suspense, c'est de savoir si Powell va sortir un discours façon QI surprise, plus 22 baisses de taux en 2026 et 34 en 2027. Le reste, c'est tout simplement du bruit de fond. La Fed par-ci, la Fed par-là. Bref, on tourne en rond, on est coincé dans l'œil du cyclone, en plein dans la zone où rien ne bouge, rien ne se passe et où tout le monde s'emmerde profondément. J'ai même envisagé d'apprendre à jouer aux cartes, c'est vous dire. Faire une vidéo intelligente sur les marchés aujourd'hui, c'est un peu comme vouloir écoper l'eau qui rentre dans la brèche du Titanic avec une cuillère à café. Techniquement, c'est possible, mais c'est pas très réaliste quand même. Le S&P est un chouïa dans le rouge, le Nasdaq pas mieux, le Dow Jones perd 0,45%, journée morose, molle, oubliable et chiante, mais peut-être reculée pour mieux sauter. Sauf peut-être si votre passion secrète, c'est de suivre le feuilleton Warner Bros, Netflix, Paramount, la famille la plus dysfonctionnelle d'Hollywood qui se bat pour acheter un empire trop cher, trop endetté, juste pour dire Batman est à moi et envoyer le bat signe dans le ciel au-dessus de son siège social. À côté de ça, le néant. Même l'indicateur d'appétit au risque n'a pas daigné faire un petit show histoire d'occuper les traders qui traitent en marge et qui s'ennuient. Oui, le Bitcoin n'a pas fait grand-chose hier. Alors oui, on pourrait parler des sondages qui donnent une énorme probabilité de baisse des taux demain, mais entre 86 ou 89% de probabilité, franchement, ça change quoi? Ben rien, force est de le constater. Donc oui, on brasse de l'air jusqu'à mercredi soir, et les seules choses vraiment intéressantes, elles se passent en dehors des indices. Comme cette étude du matin qui annonce que les entreprises américaines ont quand même licencié près de 1 200 000 personnes en 2025. Pendant que le S&P 500, lui, caracole au plus haut de tous les temps, depuis le début de l'année, il fait quand même 16,4% de perf, c'est pas mal. Oui, je sais, tout le monde se fout royalement du marché de l'emploi, parce que dans la logique tordue actuelle, plus les chiffres sont dégueulasses, plus Powell est forcé de baisser les taux. Mais derrière les 1,2 million de personnes qui sont en train d'essayer de se reconvertir en entrepreneurs crypto, il y a un autre chiffre qui dérange. 6 Américains sur 10, 60% pensent que leur pays est déjà en récession. Alors, doit-on trembler? Difficile à dire, surtout dans un pays où une bonne moitié ne saurait même pas placer le Canada ou le Mexique sur une carte sans aller sur Google Maps. Mais pour l'instant, même avec un PIB qui carbure, le ressenti est au plus bas. La moitié des gens disent qu'ils voient tout augmenter et que l'inflation leur rentre dedans de manière assez magistrale. Et là, cerise sur le gâteau, pourquoi les Américains ont-ils l'impression de vivre une récession alors que les statistiques disent l'inverse? Alors que le PIB semble cartonner? Réponse, l'intelligence artificielle. Eh oui, encore elle,
Apparemment, plus de la moitié de la croissance actuelle vient des investissements dans l'intelligence artificielle. 63% du PIB américain, c'est l'intelligence artificielle. Traduction sans phare, sans l'IA, l'économie américaine serait dans le même état que certaines économies européennes qui vont supplier la Chine de corriger la balance commerciale en faisant des selfies avec plein de Chinois pour montrer que là-bas, on est aimé. Ce qui explique pourquoi l'Américain moyen ne ressent aucune embellie, sauf s'il bosse dans l'IA ou dans la construction de data centers. Bref, en attendant que la Fed baisse les taux, et surtout de savoir ce que Powell fera après les avoir baissés, on peut prendre 2 minutes pour regarder la réalité économique bien en face et se demander si franchement un petit moins 0,25 ça va vraiment suffire pour recoller cette économie. L'autre feuilleton du jour, c'est évidemment, ça c'était pour l'emploi. L'autre feuilleton du jour, c'est bien évidemment le rachat de Warner Bros. Discovery qui ressemble de plus en plus à une série Netflix mais écrite par Paramount. Paramount Skydance a sorti le lance-roquette, une offre hostile de 108 milliards, histoire de couper la route à Netflix qui pensait avoir verrouillé un deal à 72 milliards. Pour l'instant, le board de Warner répond poliment, merci les gars, mais on va regarder, mais pour l'instant, on touche à rien, on reste avec Netflix. En clair, 36 milliards de plus, c'est tentant, mais se fâcher avec Netflix, c'est une autre histoire. L'offre de Paramount, c'est du cash financé par Jared Kushner, les Saoudiens, le Qatar, Abu Dhabi et la famille Ellison. Larry Ellison qui serait d'ailleurs allé expliquer à Trump qu'un mariage Netflix-Warner, c'est pas bien pour la concurrence. Comme souvent, certains sont un peu plus égaux que les autres, surtout s'ils ont 150 milliards sur le compte en banque. Et tout ça pendant que l'antitrust perd déjà connaissance. Si Paramount absorbe Warner, on aura un mastodonte plus gros que Disney. Mais bon, quand on a le président dans la poche, normalement, ça peut aider à faire passer les dossiers. Bref, c'est pas un rachat, c'est une telenovela brésilienne. Paramount tente de rallier les actionnaires, Netflix jure que tout est sous contrôle, Trump souffle sur les braises et les autorités commencent à comprendre qu'elles vont être coincées dans ce feuilleton pendant des mois et des mois. Et côté marché, Warner Bros explose depuis le mois d'août, 260%, Netflix se fait taper à chaque nouvelle rumeur et Paramount remonte hier grâce à son coup d'éclat. Mais la question qui, moi, me turlupine ce matin, c'est comment 72 milliards étaient trop chers il y a 3 jours et 108 milliards deviennent soudain une super offre acceptable parce que l'équipe de Trump est dans le deal. Je me pose des questions. Autrement, l'Asie, ils attendent la Fed, comme c'est original. Et puis alors, dans les nouvelles du jour, on a un morceau XXL, un vrai twist de série politique. Trump rouvre la porte aux ventes de puces Nvidia vers la Chine, mais avec une clause de sortie tout droit du parrain. Tu veux vendre des chips, tu verses 25% de ton chiffre d'affaires à l'État américain. Le chiffre d'affaires, 25%. L'impôt Trump version semi-conducteur. Le deal ne concerne que la H200, la puce de l'ancienne génération Hopper. Les nouvelles stars, Blackwell et Rubin, restent interdites de séjour à Pékin. En gros, on laisse passer les miettes, mais on garde quand même les gros morceaux du gâteau. Surtout que Nvidia estimait déjà avoir perdu plusieurs milliards quand Washington avait bloqué la H20, pourtant moins puissante. Autant dire que le retour de la H200 ouvre un nouveau marché gargantuesque. Nvidia prenait 2% hier. Sauf que oui, parce que autoriser à vendre, c'est une chose, que la Chine achète, c'en est une autre. Pékin encourage pour l'instant activement ces géants techno à ne pas utiliser des puces américaines, même les modèles débridés fabriqués spécifiquement pour contourner les sanctions. Objectif, sevrage total des semi-conducteurs américains. D'ailleurs, Jensen Huang, le patron de Nvidia, résumait ça très clairement et parfaitement. Nvidia est sans doute la seule boîte de l'histoire bannie des deux côtés. Les experts voient 2 raisons principales. D'abord, mettre la pression sur Nvidia pour qu'ils aillent se plaindre à Washington pour qu'ils assouplissent les règles, et deuxièmement, accélérer l'indépendance technologique chinoise, même si leurs modèles finissent par être, semble-t-il, plus lourds, plus longs et plus chers. Morale de l'histoire, pour l'instant, Trump ouvre une porte, Nvidia entrevoit un potentiel jackpot, Pékin avance ses pions, et tout ça ressemble davantage à un scénario tordu de Netflix écrit en collaboration avec Paramount plutôt qu'à une stratégie techno-économique cohérente de la part de Washington. Et en bonus du jour, Trump, encore lui, dégaine un plan de soutien de 12 milliards pour les agriculteurs américains. Sur le papier, on fait « Waouh, 12 milliards !» Bon, dans la réalité, quand vous divisez par le nombre de fermes, on tombe sur un petit billet qui va pas changer grand-chose à la phase de l'agriculture américaine, ça fait 6 300 $ par ferme. Quand vous voyez la taille des fermes aux États-Unis, pas sûr que ça serve à grand chose. Les fabricants de tracteurs dépriment parce que Washington veut faire baisser le prix des tracteurs, l'argent va plutôt en direction des semences et des engrais, et Wall Street s'ennuie comme si on était à 2 jours du meeting de la Fed. C'est du soutien symbolique et pas une réforme agricole générale. En résumé, Trump signe d'échec, les agriculteurs respirent un peu, les marchés restent de marbre et personne ne voit en quoi ces 12 milliards vont révolutionner quoi que ce soit. Côté chiffres, aujourd'hui on devrait avoir les Jones avant d'entrer dans le grand théâtre, le meeting de la Fed débute
suite avec un suspense insoutenable qui nous tiendra jusqu'à demain soir, 20h tapante. Après, moi je vous ferai une vidéo nocturne pour être au courant tout de suite et faire un maximum de vues jeudi matin. Les futurs ce matin explosent déjà de 0,05% et tout indique que la séance d'aujourd'hui sera aussi passionnante que celle d'hier, c'est-à-dire chante à mourir. Et alors, comme probablement vous n'aurez rien à faire pour tuer le temps, bonne nouvelle, ce soir il y a webinaire en direct de chez Swissquote, animé par Marco Rastaldi et moi-même. On est en live de 18h à 19h, 19h15, c'est gratuit et vous pouvez même vous inscrire avec le lien qui est sous la vidéo. On parlera IA et produits structurés, mais on répondra surtout à vos questions, à plein de vos questions, parce que c'est le dernier webinaire de l'année. Oui, bon, il reste 22 jours, il n'y a pas non plus de quoi la ramener, mais venez quand même poser vos questions. On se voit donc ce soir à 18h. Pour le reste, on se retrouve demain pour patienter encore un petit peu. Demain pour un nouveau Morning Bull Live. Passez une excellente journée et n'oubliez pas la règle, on like, on commente, on partage et on s'abonne à la chaîne histoire de me faire comprendre que je suis pas debout depuis 4h du matin pour rien du tout. À demain, très bonne journée. Bye bye. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.